D'ailleurs, quand vous avez dit qu'elle a sauvé l'euro et la croissance, je n'ai pas parlé de Mme Lagarde, j'ai parlé de M. Draghi. Quand M. Draghi avait sauvé la croissance de la zone euro, j'ai cru m'étouffer de rire. Je sais. Non, la zone euro est la zone de plus faible croissance au monde depuis maintenant 15 ans. Si Draghi n'avait pas mis en œuvre la politique qu'il a mise en œuvre au moment où il l'a fait, la croissance ne serait pas au niveau où elle serait négative. Vous avez raison que nous avons une faible croissance. Mais alors, quelle est notre solution? Notre solution, c'est on la connaît, on s'enferme dans nos frontières. Non, pas du tout, pas du tout. Pour vous, ça n'a pas limité la casse lors de la crise de 2008, le fait qu'il y ait la BCE? Allez dire aux Grecs que ça a limité la casse. Allez voir, le patrimoine public a été vendu à l'encan, le nombre de suicides des retraités qui a été multiplié par 2, et le niveau de vie des Grecs qui a été divisé par 2, et où on en est où? Aujourd'hui, la Grèce est encore plus endettée qu'elle était avant. Donc arrêtons, nous sommes face à, de toute façon, une monnaie qui ne pourra pas durer dans le temps. C'est là le problème. Il y a eu, parce qu'en France, on ne s'occupe pas de ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne, la BCE se situe à Francfort, figurez-vous. À Francfort, c'est justement tout l'établissement bancaire, toute l'oligarchie allemande qui est derrière. Il y a eu très récemment une plainte d'un certain nombre de personnes qui travaillaient auprès des institutions de la BCE, qui ont écrit, qui ont fait une lettre ouverte dans les journaux allemands pour expliquer à quel point la politique de M. Draghi avait été une catastrophe. Le véritable problème, c'est que... C'est la position allemande, M. Asselineau. C'est la Et vous défendez la position allemande? Pas que la position allemande. Ce n'est pas que la position allemande. De toute façon. C'est majoritairement la position de l'Est, disons. Non, mais attendez, de toute façon. Oui. Mais de toute façon, l'euro ne peut... Arrêtez de dire du bien de l'euro. L'euro, de toute façon, est une... Attendez. Chacun dit ce qu'il veut. Arrête, le taux de change de l'euro... Qu'est-ce que vous avez dans votre poche, monsieur Le taux de change de l'euro est à mi-chemin entre ce que serait le taux de change du Deutschmark et ce que serait le taux de change de la drachme grecque. Voilà. C'est-à-dire que c'est un taux de change moyen. Ça veut dire que c'est une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à la compétitivité de l'Allemagne, laquelle dégage des excédents commerciaux géants supérieurs même à ceux de la Chine, est en train de renforcer considérablement son industrie. De l'autre côté, tous les pays qui sont avec une monnaie surévaluée, à commencer par la France, comme ils n'ont plus l'arme de la dévaluation, comme leur économie est moins compétitive que l'Allemagne, et le différentiel de compétitivité s'accroît, ils sont obligés de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de peser sur le niveau de vie de leur population. On a vu, je viens de le dire, ce qui se passe en Grèce. En France, nous avons la même chose. Les classes moyennes sont en train de s'appauvrir et les classes populaires sont en train de verser dans la misère. Et ceci est quelque chose contre lequel vous ne pourrez pas lutter tant que l'euro... Bien sûr, parce qu'il faudrait, pour que l'euro soit viable, il faudrait qu'il y ait la même convergence des économies et des compétitivités. Désormais, en vertu de l'article 63, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Je dis bien les pays tiers. La construction européenne n'a pas supprimé les contrôles de mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne. Elle a supprimé les mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne, mais aussi avec tous les pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'en réalité, ces traités ont donné un feu vert aux entreprises totales pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. C'est de là que viennent les délocalisations. C'est de là que ça vient. Auparavant, il y a 30 ans, en France, on ne parlait pas de délocalisation. Parce que quand une entreprise voulait délocaliser, créer son usine, elle devait d'abord demander l'autorisation de transférer 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards de francs. Elle devait donc aller au ministère français des Finances, à la direction du Trésor, on disait « qu'est-ce que vous voulez ?» Quand on dit contrôle ne veut pas dire interdiction. Lorsque, par exemple, Peugeot avait voulu créer une usine de fabrication de voitures en Iran, la France avait examiné le dossier, avait donné son feu vert. Parce qu'il s'agissait de fabriquer des usines, des automobiles en Iran, prendre une part de marché sur le marché iranien, au bénéfice d'une entreprise française, et il n'y avait pas de possibilité, puisque nous étions maîtres par ailleurs de nos échanges commerciaux, il suffisait de mettre un quota zéro d'importation de voitures de l'Iran pour être certain que ces voitures fabriquées par Peugeot à très bas coût ne reviendraient pas en France. Donc, d'une part, Peugeot gagnait des parts de marché en Iran, on favorisait le développement de l'Iran, mais on ne mettait pas en cause les salaires et les emplois des ouvriers français fabriquant des Peugeot en France et pour le marché occidental. C'est maintenant ceci qui n'existe plus. C'est-à-dire que désormais,
Une entreprise, si elle veut se délocaliser en Iran, quoi qu'elle y fasse, ou en Iran, mais aussi au Maroc, ou en Tunisie pour fabriquer des sous-vêtements, en Chine, c'est pas que la France, hein. Zara, par exemple, vous savez, le prêt-à-porter, une des plus grandes fortunes mondiales maintenant, le fondateur de Zara, qui est une entreprise espagnole, a tout délocalisé dans des établissements, comme on l'a vu d'ailleurs très récemment. Vous avez vu ce drame qui est survenu au Bangladesh avec un bâtiment qui s'est effondré. Il y a eu plus de 700 morts parce que dedans, c'était des sweatshops, c'était des usines de textiles. On avait installé des machines qui ont fait vibrer le truc. Il y a eu plus de 700 morts. C'était des gens qui travaillaient pour Benetton, pour travailler pour Zara, etc. Payés, en gros, 1 euro par jour. Donc, destruction des emplois en Espagne, en France, dans tout l'Occident. On fait travailler des gens à des salaires de misère, dans des conditions tellement épouvantables qu'il y en a 700 qui sont morts dans l'ensevelissement d'un immeuble. Et le résultat des courses, c'est que Zara, Monsieur Zara, le fondateur de Zara, et puis les gens qui détiennent les capitaux, se ramassent des fortunes colossales. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça sert à quoi de dénoncer après les Chinois, les Bangladeshis? Qui est responsable de cette situation? Qui a créé l'origine de la situation? D'ailleurs, je signale, l'article 32, c'est ce qui va de pair, hein, la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres, accroître la force compétitive des entreprises, expansion de la consommation dans l'Union. Les articles des traités favorisent la réimportation de ces productions. À aucun moment dans les traités, il n'est précisé qu'il aurait fallu, par exemple, protéger les emplois des salariés en Europe. À aucun moment, il n'est précisé qu'il faudrait protéger le savoir-faire industriel des pays européens. Que pourriez-vous nous dire sur le scandale du détournement de 55 milliards d'euros au sein de l'Europe ? C'est pas tout à fait un détournement. Il s'agit, ça vient de sortir, il s'agit, si j'ai bien compris les gazettes, d'un système d'évasion fiscale organisé par une série de grandes banques en France, mais aussi ailleurs, en Allemagne, etc., qui permet, par des jeux d'écriture comptable, ou des ventes et des achats d'aller-retour très vite, par des optimisations fiscales, de permettre à des grands groupes internationaux de faire apparaître, en fait, une matière, de diminuer la matière imposable. Voilà. Donc, il y a eu une enquête qui a été menée par toute une série de journaux en Europe, dont le journal Le Monde qui s'est fait le héros de cette enquête, à l'issue de laquelle on découvre qu'il y aurait eu effectivement 55 milliards d'euros d'évasion fiscale et à un coût de 10 milliards d'euros rien que pour l'Allemagne. Pour la France, j'ai pas vu de chiffres avancés, mais on peut estimer que c'est peut-être 5, 6, 7 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? D'abord, on peut dire que ce sont des sommes considérables, évidemment, énormes. Voilà. Deuxièmement, elle confirme ce que je n'ai cessé de dire depuis des années, c'est que la libre circulation des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne permet, on l'avait déjà vu avec le scandale LuxLeaks, le scandale qui avait frappé le Grand-Duché de Luxembourg et où Jean-Claude Juncker était l'un des responsables essentiels, qui permettait à des grands groupes internationaux de faire apparaître des déficits en France et de faire apparaître des profits au Luxembourg. Or, comme l'impôt sur les sociétés est très faible, voire quasi inexistant au Luxembourg, les grands groupes ont intérêt, par un jeu d'écriture comptable, à faire apparaître leurs profits dans un pays où ils ne sont pas taxés et à faire apparaître des pertes dans un pays comme la France où ils sont plus lourdement taxés. Voilà. Alors là, c'est un nouvel... Alors, je ne connais pas les détails exacts. D'ailleurs, ce qui a sorti dans la presse n'était pas très clair. Il était question d'avoir des traders, d'avoir de l'optimisation fiscale. Bref, tout ça pour dire quoi ? Eh bien, pour dire que, on l'a déjà dit, je le répète une nouvelle fois, la libre circulation des mouvements de capitaux met directement en cause les finances publiques, parce qu'elle permet aux plus grands groupes industriels et financiers d'optimiser, par le recours à des experts, d'optimiser leur situation fiscale, en fait, d'échapper à l'impôt. C'est une des raisons absolument fondamentales pour lesquelles les pays comme la France ont tant de mal à joindre les deux bouts et à régler la question, puisque à chaque fois, il manque 10, 15, 20, 30 milliards d'euros supplémentaires. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, lorsque nous aurons sortis de l'Union européenne, lorsque nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, je dis bien le contrôle, je ne dis pas
l'interdiction des mouvements de capitaux, je dis le contrôle, comme ça existait du temps de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard ou de Mitterrand jusqu'à Maastricht. Lorsque nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, non seulement nous casserons le mécanisme infernal qui permet les délocalisations à l'étranger, mais par le même mouvement, nous casserons également la possibilité aux très grandes sociétés financières et industrielles d'échapper à l'impôt de façon à la limite de la légalité ou parfois de façon carrément illégale. Et donc, notre sortie de l'Union européenne et notre rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux rapidement se traduira par la fin des délocalisations, peut-être par des relocalisations, par une baisse du chômage et également par de meilleures rentrées fiscales avec une lutte enfin sérieuse contre l'évasion fiscale. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail. C'est le décret qu'a passé Emmanuel Macron la veille de ses vœux. Un décret justement pour déjà diminuer les droits des chômeurs, c'est-à-dire des allocations chômage qui diminuent plus rapidement et pendant moins longtemps. C'est d'autant plus dégueulasse que ces gens-là sont responsables du sous-emploi en France. C'est que je veux bien qu'il y ait des profiteurs à la marge, mais il faut savoir qu'au maximum, selon les estimations, vous avez entre 150 000 et 300 000 offres d'emploi non pourvues par an. Vous avez en face 6 millions de chômeurs. Donc le fait de culpabiliser les Français, je veux bien qu'il y en ait, mais le fait de culpabiliser les Français et de dire que les Français sont des fainéants, dans la réalité, c'est que la France ne crée pas assez d'emplois avant même. Si on était au plein emploi, faire ça, pourquoi pas, évidemment, vous pourrez dépister, entre guillemets, les tricheurs, mais quand vous avez un chômage massif comme c'est le cas de la France, c'est criminel et c'est ignoble de culpabiliser les Français là-dessus. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non, mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça continue. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Et est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à entendre le message de l'UPR ? Alors déjà, je pense que M. Asselineau a fait un remarquable travail de pédagogie sur les enjeux de sortir de l'Europe, les raisons de sortir de l'Europe, et sur la construction elle-même, sa structure, son histoire, son fonctionnement. Et ça, c'est important que les Français, petit à petit, aient connaissance de ce travail. Je pense que les Français ne sont pas dans leur essence pro-européen, ce sont des démocrates. Ils ont voté à 55% contre la Constitution européenne et on ne les a pas entendus. Et c'est une blessure démocratique qui ne s'est pas refermée. Et je pense que quand ils connaîtront mieux les analyses de l'UPR, ils seront rassurés et heureux de sentir qu'il y a un parti qui continue à les défendre et à défendre la démocratie qu'on est en train de leur voler. Et du coup, pour finir, si vous aviez un rêve pour la France, qu'est-ce que ce serait ? Mon rêve, ça serait qu'elle assume son rôle historique, qu'elle a assumé à plusieurs reprises dans l'histoire et qui aujourd'hui est de plus en plus nécessaire,
et qu'elle fasse la démarche de sortir de l'Union européenne, qu'elle se saisisse de l'épée d'Alexandre et qu'elle tranche le nœud gordien qui est créé par l'oligarchie à l'intérieur des instances européennes. Et je pense que si la France prend cette décision, elle entraînera derrière elle les autres pays européens. Ça provoquera une véritable remise en question et on pourra redonner les cartes et sortir du dogme austéritaire qui est imposé non seulement à la France mais à d'autres pays. C'est-à-dire que si la France se libère, elle libérera d'autres pays, elle libérera le monde.